Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac, disponible sur vos smartphones. Ce soir, l'équipe est au complet. Guillaume est là, Vincent est là. Oui. Encore désolé de mon absence. On confirme tous les deux. J'ai eu la chance d'être papa. Donc, Voilà, il a fait son chef-d'œuvre. Oui, je l'espère en tout cas. Donc me voilà de retour. Et ça fait du bien de couper 2 heures, je vous l'avoue. Quand même. Je vous cache pas. Attends, ça revient après. Oui, tout à fait. Et puis ce soir, nous avons un invité. C'est un crossover chez Radio Grand Lac, puisque nous accueillons Christian de l'émission La Note Bleue, l'émission de jazz sur Radio Grand Lac les vendredis, une semaine sur 2, de 19h à 20h30. Bonsoir Christian. Bonsoir Kevin et bonsoir à tous. Bonsoir Vincent, bonsoir Guillaume. Et bonsoir à toi Christian. On aurait une allocution présidentielle. Ah oui, c'est ça, oui. Ça fait très solennel, tu sais. Avant de lancer le sommaire de ce soir, nous tenons bien évidemment à rendre hommage à Catherine Laborde qui nous a quittés en ce jour à l'âge de 73 ans, puisque certes, même si on la connaissait en tant que ancienne animatrice météo pendant plus de 28 ans chez TF1, elle était aussi comédienne au cinéma et à la télé en particulier. On pourra noter sa présence au générique de la série Les gens de Mogador, que les gens d'un certain âge... que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est ça que tu veux dire. Ou des gens les moins de 60 ans ne peuvent pas on se sent connaître. avisé avec Christian. Voilà. Ou des gens qui n'ont pas d'âge comme moi et qui ont vu ça gamin. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent. Voilà. On rend hommage à cette grande dame de la télé. Oui. Figure de la télévision, je suis bien d'accord. Exactement. Et du coup, côté sommaire, bien évidemment, comme d'habitude, on va commencer par vous donner les sorties de la semaine, une semaine assez chargée. Puis ensuite, nous allons vous donner nos avis sur les films qui sont sortis la semaine dernière, 2 en particulier, Better Man et Vol à haut risque. Il y a un chef-d'œuvre et un mauvais film. Suspense. Et ce soir, le focus sera consacré à l'immense artiste, la légende vivante, on peut le dire, Bob Dylan, puisque le biopic sur cet immense artiste sort demain en salle. Et évidemment, Christian nous parlera de ce chanteur dont tu es très très fan, on peut le dire. J'ai été fan dès la première heure, puisque un des premiers morceaux que j'ai appris à la guitare, c'était justement un morceau de Bob Dylan. Ah oui, donc ouais. Et le deuxième, c'est un morceau de John Bess d'ailleurs, dont on parlera aussi. C'est formidable. D'ailleurs, je dois dire à nos auditeurs qui évidemment n'ont pas l'image à la radio que Christian ressemble un peu à Hugo Frey quelque part. Oui, mais j'ai pas 95 ans quand même. Mais Hugo Frey, même n'ayant pas 94 ans, il a un aspect juvénile. Ouais, ça c'est mes cheveux blancs qui parlent. Voilà, c'est ça. Hugues très frais du coup. Voilà, Hugues très frais. Ouais. Eh bien, sans plus tarder, nous allons lancer dans les sorties de la semaine. Mon cher Guillaume, quelle est la principale sortie de la semaine ? Comme on l'a dit, donc un parfait inconnu, donc qui sera au Pâté à Chambéry, au Victoria, à l'Astrie, un petit peu partout. Donc de James Mangold, c'est son retour après Indiana Jones. Au casting, on a Timothée Chalamet, Edward Norton et Elle Fanning. Alors, de quoi ça parle ? New York, début des années 60, au cœur de l'effervescente scène musicale et culturelle de l'époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal avec sa guitare et un talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Alors qu'il noue d'intimes relations durant son ascension vers la gloire, il finit par se sentir étouffé par le mouvement folk et, refusant d'être mis dans une case, fait un choix controversé qui aura des répercussions à l'échelle mondiale. On écoute un extrait. Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire. Tu peux être un vrai petit con, Bob. Voilà, j'ai pas fait exprès, mais j'ai choisi un très bon extrait. On saisit bien le personnage. Tu ne fais jamais exprès, Kevin, j'ai remarqué. Hein. Oui, alors des fois quand même, ça arrive pas au bon moment. Je suppose que vous avez envie de voir ce film. Moi, pour ma part, c'est déjà fait. Oui, j'en parlerai un peu plus tard. Franchement, moi, je suis un fan aussi de Bob Dylan. Donc, pourquoi pas. Oui, ça m'intéresse, mais je n'aurai pas le temps, malheureusement, cette semaine. Ah bon ? Mais j'ai envie de savoir ce choix controversé. Il faut faire un choix, Guillaume. Il faut faire un choix. C'est la guitare électrique. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, merci. Ah, bah, faut savoir qu'à l'époque, c'était un séisme. Hein. Ok. Voilà. Ça a été très compliqué, là. Ouais, on
va en Oui, parler on va en tout à parler. l'heure. Je connais pas du justement. tout, quoi. Bob Dylan. Autre sortie, Vincent, Alors. cette fois-ci, on part dans l'horreur. Alors, c'est Companion, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Drew Hancock avec Sophie Thatcher, Jack Quaid et Lucas Cage. New Line Cinema, à qui on doit N'oublie jamais, et les auteurs déjantés de Barbare vous proposent de découvrir une histoire d'amour d'un tout nouveau genre. On écoute un extrait. Réveille-toi. Tu fais quoi là? Éteins-la et on n'en parle plus. De quoi elle parle? Comment ça, m'éteindre? Ça a jamais fait partie du plan. Je voulais pas. Voilà, donc violence et en fait tout se tourne autour d'un sex bot. D'accord, Voilà. parce que là, il n'y a pas vraiment de synopsis. Du Non, coup, mais en fait, c'est ce que je viens de il dire. joue sur le décalage en fait que on s'attend à voir une comédie romantique et ça va pas se passer comme prévu. C'est Barbare, romantique, c'était sorti. romantique rock C'est sorti et sur dramatique. Disney, non? Barbare, non? Je sais pas. Barbare, oui, il me semble que c'était sorti sur Disney+ et qu'ils l'ont enlevé. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que Disney aime pas ces bons films. C'est des choses qui arrivent. Autre sortie, et cette fois-ci seulement aux Toiles du Lac, c'est Le choix du pianiste de Jacques Hotmesguin avec Oscar Lesage, Pia Lagrange et Philippe Torreton. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, François Touraine, grand virtuose du piano, n'a d'autre choix que de partir jouer en Allemagne pour sauver la femme qu'il aime, sa professeure. Rachel est juive dans une époque qui ne le permet plus. À son retour en France, il n'est plus que l'ombre de lui-même lorsqu'il rencontre Annette. Elle fera un geste incroyable pour lui permettre de remonter sur scène. On écoute un extrait. Jette dans la scène. Rachel, je veux pas que tu l'oublies. Tu peux pas me comprendre. Elle m'a tout pris. Voilà, donc un film seulement à découvrir aux Toiles du Lac. Donc un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Guillaume, film d'animation. Oui, film d'animation. Une nuit aux eaux de Ricardo Curtis et Rodrigo Pérez Castro. Donc disponible aux Toiles du Lac et au Pâté. Une nuit, une météorite s'écrase sur le zoo de Culpeper, libérant un virus qui transforme les animaux en mutants zombies baveux. Gracie, une jeune louve excentrique, s'associe avec Dan, un puma bourru et redoutable, pour trouver un moyen de retourner à sa meute. Alors que tout le zoo va être contaminé, ils doivent élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes. On écoute un petit extrait. Des monstres ont envahi les zoos. Je prends les décisions. Vu que c'est moi qui ai le plus grand cerveau, on va faire les choses à ma manière. Voilà, donc un film pour enfants dont on se demande la sortie curieuse en fin janvier et non pas en octobre. Mais bon, après tout. Ça permettra peut-être qu'il se démarque complètement, je sais pas. C'est On va pas ça savoir. ça casse. En général, c'est Voilà. soit ils viennent mourir Oui. à cette période, soit ça fait des gros succès. Voilà. Vincent. Autre sortie, La Pivoleuse, qui sort au Victoria et l'Astrée, de Robert Guédiguian, donc avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin et Gérard Mélan. Maria n'est plus toute jeune et aide les personnes plus âgées qu'elle. Tirant le diable par la queue, elle ne se résout pas à sa précaire condition et, par-ci par-là, vole quelques euros à tous ces braves gens dont elle s'occupe avec une dévotion extrême et qui, pour cela, l'adore. Pourtant, une plainte pour abus de faiblesse conduira Maria en garde à vue. On écoute un extrait. Sur le compte. Il n'y a plus rien. Tu as recommencé à jouer. C'est sûr, il va l'avoir son concours. Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se... Alors ce soir, on est servi en termes de morceaux de piano, c'est Oui, c'est formidable. Mais quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, oui, et alors Bah, tu sais, enfin, Bah, ça peut donner lieu à Il va y plein avoir d'histoires, une croyez-moi. plainte pour abus de faiblesse Je suis parce bien qu'elle placé vole. pour vous le dire. Oui, d'accord. Mais bon, enfin. Ah, ça m'attire pas, tu vois. Ah bon, mais peut-être que le prochain t'intéressera. C'est Sing Sing, seulement au Victoria, de Greg
Cuadar avec Colman Domingo, Sean San José et Clarence McLean. Incarcéré à la prison de Sing Sing pour un crime qu'il n'a pas commis, Divine J se consacre corps et âme à l'atelier théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Divine I, se présente aux auditions. Alors il n'y a pas d'extrait parce qu'évidemment il n'y a pas de doublage français, mais il faut savoir que Colman Domingo est nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour ce film et qui me tente énormément. Il a explosé lui depuis Fear the Walking Dead. Depuis 3 ans, il est dans toutes les cérémonies. Moi je l'ai connu avec la série Fear the Walking Dead où il avait un personnage récurrent, puis d'un coup je le vois au cinéma de partout et c'est genre l'explosion quoi, la révélation. Et ça va continuer je pense. Oui, j'ai l'impression. Autre sortie, Guillaume. Alors, le Jardin Zen que vous retrouverez uniquement au Victoria de Naoko Ojigami avec Mariko Tsutsui, Anna Kino et Akira Emoto. Luxe, calme et volupté. Qu'est-ce qu'il y a ça? Rien du tout. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Ah, t'es content. Parce que monsieur, je précise, monsieur a fait chinois LV4. Mais c'est japonais, là. En plus, oui. Mais c'est pas grave. Bon, je ne vais pas avoir des propos racistes, là. Non, alors. Voilà. Donc, luxe, calme et volupté. Tout va bien pour le mieux dans la vie parfaitement réglée de Yoriko et de tous ceux qui, comme elle, ont rejoint la secte de l'eau jusqu'au jour où son mari revient à la maison après de nombreuses années d'absence, entraînant avec lui une myriade de problèmes. Rien, pas même ses plus ferventes prières, ne semble restaurer la précieuse quiétude de Yoriko. Avec tout ça, comment faire pour rester zen? Pas d'extrait, puisque je présume que la bande-annonce est en japonais. Voilà, mais le film a l'air assez amusant. C'est pas ce que j'aurais dit en lisant le synopsis, mais bon, pourquoi pas. Bon, je sais pas, ça me semble assez drôle, comment rester zen. Avec une secte. Avec une secte. Alors encore autre sortie, toujours au Victoria, uniquement Slocum et moi, de Jean-François Laguioni. Début des années 50, sur les bords de Marne, François, un jeune garçon de 11 ans, découvre avec intérêt que ses parents entament dans le petit jardin familial la construction d'un bateau, réplique du voilier du célèbre marin Joshua Slocum. Au long des années, dans une France d'après-guerre, le jeune François va voguer de l'adolescence à l'âge adulte. Au fil de la construction du bateau, tout en portant un regard tendre et poétique sur sa mère et son père, le jeune garçon entamera sa propre aventure, celle qui le mènera sur le chemin de ses passions, la mer et le dessin. Et on écoute un extrait. C'est pas qu'à dessiner ça. Demande-lui. Tu peux lui parler, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont construire un bateau. Alors, Jean-François Laguioni, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que ce film d'animation parlera à beaucoup de ma génération, c'était le réalisateur du Château des Singes, qui était un film d'animation qui avait beaucoup marqué à la fin des années 90, début 2000. Et c'est un très 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 grand artiste, au même niveau qu'un Michel Oslo. D'accord, oui, je vois. Est-ce que tu veux faire la prochaine sortie, Guillaume? Je vais te laisser la primeur de D'accord. Alors, Julie Sautet, qui sortira seulement au Victoria, de Leonardo Van Gil, avec Tessa Van Den Broek, Ruth Beckart et Cohen Debout. Julie, une star montante du tennis évoluant dans un club prestigieux, consacre toute sa vie à son sport. Lorsque l'entraîneur qui pourrait la propulser vers les sommets est suspendu soudainement et qu'une enquête est ouverte, tous les joueurs du club sont encouragés à partager leur histoire. Mais Julie décide de garder le silence. Voilà, donc un film seulement à découvrir au Victoria. Et au Victoria, on rappelle du côté de nos amis de chez Cinéphilex que cette semaine, vous aurez l'occasion de rattraper le film dont nous avions parlé il y a déjà 15 jours, je crois, oui. Qui est Spectateur, réalisé par Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric, Dominique Paini et Clément Hervieux-Léger. Histoire de qu'est-ce que c'est aller au cinéma, pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans. Je voulais célébrer les salles de cinéma, leur magie. Aussi, j'ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus, comme le roman d'apprentissage d'un spectateur. Nous avons mêlé souvenirs, fiction, enquête, un torrent d'images qui nous emporte. C'est bien sûr Arnaud Desplechin qui dit cela. Voilà, donc c'est tout pour les sorties de la semaine et nous allons du coup avoir une première pause musicale. Et puisque la soirée, cette émission est consacrée à Bob Dylan, mon cher Christian, qu'allons-nous écouter tout de suite? Alors un premier choix, j'ai pris dans la discothèque de Dylan, Girl from the North Country. Alors c'est un morceau qui n'est pas des tout premiers morceaux qu'il a composés.
mais qui a une résonance particulière, puisque moi je l'avais découvert ce morceau par la version justement d'Hugo Frey, qui avait sorti un album de reprises de Dylan, et j'avais trouvé les paroles en français très belles, et du coup je me suis intéressé à ce morceau. C'est une très belle ballade. Alors on pense que c'est inspiré, qu'il s'est inspiré de sa propre histoire d'amour de jeunesse avec Echo Hellstrom. Et donc, bien sûr, c'est une fille du Nord. On écoute. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. L'équipe est encore au complet ce soir. Rebonsoir Guillaume, rebonsoir Vincent. Bonsoir. Rebonsoir Kevin. Et nous avons toujours notre invité Christian de l'émission La Note Bleue. Bonsoir. Ah voilà, dans le but que nous puissions évoquer Bob Dylan tout le long de l'émission et plus particulièrement pendant un long focus en fin d'émission. Mais avant cela, mon cher Guillaume, nous allons évoquer les sorties de la semaine dernière et même les sorties que nous avons déjà préalablement conseillées. Qu'est-ce que nous avions déjà conseillé ? Donc, nous avons conseillé le film Enfant phare, qui est toujours à l'affiche, qui fait son beau petit succès, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Sonic 3 que toi tu as plutôt bien apprécié, j'ai pas encore eu le temps de rattraper. Faut qu'il continue, c'est de mieux en mieux. Oui, ce que tu disais, le 8 sera un chef-d'œuvre, je pense. Le film Un ours dans le Jura avec avec Franck Dubosc qui vient de dépasser le million d'entrées. Exactement, voilà, mérité. Le film L'amour au présent que évidemment on vous conseille tous les deux, celui-là j'avais eu le temps de le voir. Un très beau drame. Oui, très beau drame qui n'invente rien mais qui est sincère. Oui, sincère. Et le film Baby Girl. Voilà, c'est mon petit plaisir. C'est Nicole Kidman. Ah oui, c'est ça. Qui s'amuse avec un jeune stagiaire. C'est ça. Tu l'as pas vu, toi, Guillaume? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Moi non plus. Mais il meurt d'envie de le voir. Pas spécialement. Et par contre, nous sommes toujours mitigés par rapport à Mufasa, le dernier Disney live action, Vaiana 2, Criminal Squad, Pantera, mais ça c'était petit plaisir coupable normalement que tu aimes bien. Ouais, mais bon, faut pas pousser mémé dans les orties comme on dit quoi. Tu as été déçu aussi par Wolfman. Hélas. J'ai pas eu l'occasion de rattraper, mais je compte bien aller le voir. Et le film La Chambre d'à côté. Le dernier Pedro Almodovar, qui je trouve est très très beau, mais un peu désincarné. Ah, mais ça passe sous sa casse le style Almodovar. Hein. Ouais, c'est un peu comme Woody Allen, c'est une fois sur deux. J'ai un peu l'impression. Ah tiens, je voulais déconseiller des films très rapidement parce que j'avais rattrapé mais avant l'arrivée du on petit. sent que t'en as gros sur la patate. Oui, parce que mais c'est sorti streaming, je vous déconseille, ne regardez jamais sur Prime Video Le Jardinier avec Michael Youn et Jean-Claude Van Damme. Je me permets de le dire, c'est une des pires merdes que je n'ai jamais vues de ma vie. De ma vie, je vous le dis. C'est horrible, je ne sais pas comment on a pu financer un truc pareil. C'est vraiment pas top. Et sur Netflix aussi. Je sais pas, je vous déconseille quand même le film Ad Vitam de Guillaume Canet où il fait un homme du GIGN. C'est pas top, quoi. C'est très moyen. C'est vraiment moyen, quoi. Très moyen. Je l'ai vu il y a quelques jours. Un dimanche après-midi, peut-être un lendemain de soirée alcoolisée, ça peut passer. C'est dommage. En temps normal. Moi, j'aime bien Guillaume Canet en tant que réalisateur et un peu moins en tant qu'acteur d'ailleurs. Pareil, en tant que réalisateur, c'est une fois sur deux maintenant. Hein, et là, c'est moyen, quoi. Mais alors, ça ne peut pas être pire que Le Jardinier. Le Jardinier, c'est un des pires trucs que j'ai jamais vu de ma vie, vraiment. Et j'ai toujours pas vu le nouveau film avec Cameron Diaz et Jimmy Fox, mais ce qui paraît, j'ai des retours horribles. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Enfin bref. Mais j'essaierai, tiens, vu qu'en ce moment je suis un peu cloué à la maison, pourquoi pas. Oui, mais d'ailleurs j'ai eu une fausse news à propos de Guillaume Canet qui m'a beaucoup fait rire. Je crois que c'est du Gorafi qui disait Guillaume Canet annonce qu'il va travailler sur une trilogie sur Guillaume Canet. Oui, j'en ai vu une aussi jolie, c'était une affiche de François Civil dans un biopic et c'était marqué Pierre Ninet. Elle était drôle aussi, j'ai bien apprécié. Et par contre, sur les films qui sont sortis la semaine dernière, 2 films ont retenu mon attention parce que je crois que je suis le seul à être allé au cinéma cette semaine. Puis alors à la dernière minute, je vous l'avoue, c'est Better Man, le biopic sur Robbie Williams, et Vol à haut risque, le nouveau film de Mel Gibson avec Mark Wahlberg. Alors on va commencer par celui-là parce que ça va être très très court. Mel Gibson a réussi à réaliser un mauvais film, c'est officiel, c'est fait. Vol à haut risque et moi, le ça m'engageait pas du tout, hein, la bande-annonce.
Ça me parlait pas du tout. Déjà, c'est l'acteur que Kevin déteste le plus. Je peux pas le voir. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et là, il est mauvais, mais il est mauvais. Et en plus, les dialogues sont lunaires, les comportements des personnages sont idiots parce que, mesdames et messieurs, l'histoire, en fait, c'est qu'un marshal doit donc accompagner un témoin et donc l'emmener jusqu'à New York. Un marshal femme. Donc. Une marshal, oui, en effet. Et pour cela, ils prennent un coucou, hein, parce que c'est pas un bel avion, c'est vraiment un petit coucou. Et du coup, le pilote, il s'avère que c'était pas le pilote, c'est un tueur qui du coup veut tuer la place du pilote officiel. Voilà, il veut tuer le témoin. Et bon, on s'en rend compte au bout de 10 minutes. Bon, évidemment, on le savait déjà parce que la bande-annonce nous cache rien déjà. Voilà. On va pas se mentir, il y a pas 15 000 twists. Hein. Ça se passe du coup pendant 1h30 dans le coucou. On s'ennuie un petit peu. C'est pas cher, quoi. Non, c'est pas cher. Puis alors, quand ça veut essayer d'être cher, les effets spéciaux sont vraiment pas bons. Et tu te dis pas que des fois, ça pourrait être un Netflix qui a été upgrade j'ai même trouvé pire que ça. J'ai eu l'impression que c'était un téléfilm du dimanche après-midi sur Sci-Fi. Parce qu'il y avait un film. Attends, je pense à Netflix. Ils avaient fait un film avec Kevin Hart, un truc d'avion qui était nul aussi. L'année dernière. Oui. Mais c'était mieux. Le truc d'avion, c'était mieux. Kevin Hart, c'était mieux. Ah merde. Bon, parce qu'il y avait Jean Reno en méchant et qui faisait. C'était nul ça. Voilà, c'était bien. Mais là, non, voilà au risque, je vous le conseille très fortement. Alors la fin, un petit peu de tension, sans spoiler, l'atterrissage. Oui, évidemment, il n'y a pas de surprise. Mais voilà, il y a un petit peu de tension. Il y a quelque chose qui se passe pendant les 10 dernières minutes, mais vraiment, je vous le conseille pas. Hein. Regardez-le chez vous, ce sera largement suffisant. Et Mel Gibson, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même, c'était. Pour moi, il n'avait réalisé aucun mauvais film. Un sans faute côté réalisation. Ah oui. Il a tiré ça d'un scénario, je sais pas. À mon avis, c'est pour revenir un peu en odeur de sainteté. C'est raté. Pour pouvoir bosser un peu. Il a pris le premier scénar qui est passé avec ses copains chrétiens intégristes et compagnie. Il s'est dit, exactement. On y va. On fait le petit film et puis c'est parti. Et Mark Wahlberg, si je ne m'abuse, d'ailleurs, on le voit dans la bande-annonce. Est à moitié chauve. Et voilà. Oui, il a une piste d'atterrissage sur le front. Oui. Il y a juste un petit souci, c'est que la jonction entre sa vraie peau et la perruque se voit, mais affreusement. En plus, ouais. Affreusement. Puis ça fait bizarre. Pourquoi ce qu'il a fait ça? Je comprends pas. C'est un contre-emploi. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Bref, tu parles d'un contre-emploi. Ah oui. Oui, on n'aurait pas dû l'employer. Oui, c'est ça. Il doit avoir 3 expressions et encore faciaile. Et puis. Il a étoffé quand même depuis les années 2000. Il s'est un petit peu amélioré, mais c'est pas. Non, mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec vous. Je peux pas. Il y a quelques rôles où je peux le trouver intéressant. C'est rare. Fighter, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Quand il fait le sniper. Oui, le sniper, c'est pas mal. Shooter. C'est pas mal. Shooter, oui, voilà. Mais sinon, il pêche un peu. Et là, on va dire que celle qui donne un peu plus. No Pain, No Gain. Celle qui donne un peu de sa personne, c'est vraiment celle qui joue la Marshall, Michelle Dockery, qui est quand même l'héroïne de Downton Abbey. On peut quand même dire qu'il y a quand même tout un monde. Hein. Et vraiment, on sent qu'elle y croit. Le problème, c'est que son personnage est très mal écrit et que on s'attend. Enfin, nous, en tant que spectateurs, on lui gueule à l'écran en lui disant de faire quelque chose très rapidement dans le film, qu'elle ne se décidera à faire qu'au bout d'1h20. Chose que je pense que tout le monde ici aurait fait directement, bonne conscience ou pas, au bout d'un moment. En tout cas, t'en as parlé beaucoup plus longtemps que ce que tu avais annoncé. Oui, voilà. De toute façon, le prochain film de Mel Gibson, c'est Jésus 2, le retour. Oui, c'est exactement ça. C'est La Passion du Christ 2. C'est pas bon. Et puis, par contre, un film que je vous conseille très chaudement, c'est Better Man, le biopic sur Robbie Williams. C'est un petit bijou. C'est vraiment comme on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire un biopic tout à fait original, puisque à la place de Robbie Williams, nous avons un singe, donc à la planète des singes, hein, donc c'est-à-dire en effets spéciaux. Mais on a la vraie voix de Robbie Williams, si tant est que vous le regardez en VO, mais en tout cas c'est bien Robbie Williams qui chante, même si vous le voyez en VF. Et le film se présente comme une sorte de Rocketman, c'est-à-dire que c'est un biopic comédie musicale. Vous risquez donc d'entendre des chansons de Robbie Williams, même quand il est très très jeune dans le film, mais ça sert le propos et l'histoire, c'est très bien vu. C'est un Rocketman, mais beaucoup plus sombre. Puisque là, on va vraiment rentrer dans le cœur des problèmes internes du personnage, ses addictions. On va pas se cacher sur la consommation de drogue, sur certains shoots et sur le
comportement très 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 borderline du avec sa chanteur. première copine, ouais, ce que j'ai Avec sa entendu. première copine qui était du coup la chanteuse du groupe All Saints, Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. qui en France, enfin moi ça me disait rien du tout. Oui, il avait été horrible avec elle, je crois. Horrible. Il avait côtoyé Liam Gallagher. D'ailleurs, il y a un acteur qui joue Liam Gallagher. C'est Liam Gallagher. J'ai l'impression que c'est Liam Gallagher. C'est le sosie parfait, donc l'un des chanteurs d'Oasis. Et puis nous avions, grâce à ce film, un vrai film sur le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur, The Movie, parce que avec la réalisation de Michael Gracey, qui est le réalisateur de The Greatest Showman, qui était déjà une très bonne comédie musicale. Moi qui ne suis pas friand, c'est bien. C'est bien. Il approuve. Et ben, je pense que tu approuveras Better Man parce que certainement, oui. Dans sa réalisation, en fait, les métaphores qu'on a d'habitude dans les biopics, lui, il y va premier degré. Et donc c'est très imagé. Par exemple, quand on le sent submergé par la presse et tout ça, et ben en fait il est sous l'eau, sous une plaque de glace, avec énormément de journalistes et de photographes. Et il y a une transition qui se fait ensuite avec les reflets de l'eau dans la nuit. Enfin, c'est magnifique. Et puis le film n'hésite pas à aller très 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 loin. Il y a une séquence très violente où voilà, le personnage essaye de se sortir de ce syndrome et on y va vraiment dans le premier degré. Donc c'est pour ça que c'est un film qui est, je crois, interdit aux moins de 10 ans. C'est un minimum, parce que c'est quand même un film très sombre. Mais je vous le conseille, même si vous n'êtes pas très fan de Robbie Williams, je pense que vous pouvez quand même en retirer quelque chose d'assez fort. Et en tout cas, si vous êtes fan de Robbie Williams, là, foncez, parce que les chansons sont extraordinaires. Elles sont réinterprétées par Robbie Williams. Ça apporte une valeur supplémentaire aux paroles, puisque ça nous permet de les relier pour certaines à des moments que Robbie Williams a vraiment connus dans sa vie. Parce que Phil, je crois, apparaît au bout de 5 minutes, on m'a dit. Oui. 5 minutes de film, t'entends Phil, ouais. Il la chante pas, par contre. Du coup, c'est sa version enfant qui la chante avec l'acteur qui joue son père. C'est un très 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 beau moment et enfin voilà, vraiment je vous le conseille. C'est un film qui marche pas, hélas. Il a été malin pour moi, Robbie Williams, tu vois, se dire on va faire un truc où je vais pouvoir jouer carrément dedans, tu vois, enfin en chantant et ce genre de choses, tout en, enfin je trouve qu'il a plutôt bien géré son coup. Ouais. Ah, c'est extrêmement malin. Ça dit beaucoup de choses sur les boys bands britanniques de la fin des années 90. Ils avaient une relation hyper toxique avec le manager, je crois. Exactement. Enfin, c'était le bazar, ouais. Et puis, le manager qui leur dit d'emblée, avant que le groupe se forme, vous voyez, on est tous ici autour de cette table, et ben dans 5 ans, on va tous se détester, mais on va tous être riches. Voilà comment on lançait les boys bands à l'époque, et je trouve que c'est un film vraiment passionnant. Et je vous le conseille. C'est peut-être pour l'instant l'un des meilleurs films de l'année. Le top 1. Il est dans peut-être. Mais en tout cas, un très beau mois. Et encore un biopic fait du vivant des personnes qui sont et on va dire ce qui est. Il est pas vraiment vieux, quoi. Non, comparé à. C'est sûr. À Elton John. Elton John, il a quoi, 70 ans, par exemple. Oui, ou même plus. Oui. Je veux dire, là, lui, il doit avoir 50 et quelques, quoi. Robbie Williams. C'est ça. Un peu plus. Mais je me rends compte que ce soit dans Rocketman ou dans Better Man, quand ce sont les artistes eux-mêmes qui sont impliqués dans les projets, ils n'hésitent pas à s'égratigner un petit peu. Mais c'est mieux. Après, sinon, c'est intéressant. Le réalisateur a moins de difficultés aussi à faire là, pour le coup, il n'y a pas de problèmes juridiques. Voilà. Oui, il peut se lancer exactement. Après, peut-être qu'il y a une période d'introspection, parce que visiblement, il n'a pas une santé folle non plus, l'ami Robbie Williams. Les années intensives de drogue l'ont un peu esquinté. Donc je comprendrais. Hein. Je crois justement peut-être qu'il y a un peu ce côté-là. Il y a encore bien Mick Jagger aussi, avec les problèmes de drogue. Il a l'air de se porter comme un charme, comme d'ailleurs... Alors, si je peux dire un mot sur Jagger, justement, c'est qu'il a su utiliser la médecine à bon escient, puisque je crois qu'il doit en être à peu près à sa 10e total changement de sang dans le corps. De transfusion sanguine, c'est-à-dire que très régulièrement, enfin c'était environ tous les 3-4 ans, il se fait faire une transfusion sanguine. Ils se sont fait faire, il n'y a pas que lui d'ailleurs, dans les Stones, de façon à éliminer toutes les toxines qu'il pouvait y avoir dans le sang. Et donc c'est un peu le secret de leur éternelle jeunesse. Je pense qu'en plus, ça fait déjà quelques années qu'ils jouent un peu sur ce côté-là, alors qu'ils se sont peut-être bien rangés aussi, je pense.
Ils sont bien rangés, oui. Enfin, une fois, c'était qui? C'était Keith Richards. Il y avait une question, il posait à Keith Richards, qui a une fille qui est maintenant adulte, et le journaliste demande à Keith Richards, est-ce que vous confieriez votre fille à Keith Richards? Et il lui a dit, mais jamais de la vie, non. Absolument pas, jamais. Oui, donc ils ont atteint l'âge de raison. Oui, complètement. Oui. Et ben donc du coup, on vous conseille Better Man, on vous déconseille Vol à haut risque. On va du coup s'écouter une deuxième pause musicale avant de se consacrer à notre focus sur Bob Dylan. Et qu'est-ce qu'on va écouter maintenant, Christian? Alors on va écouter un morceau que tout le monde a déjà entendu, c'est Like Rolling Stone. Alors je vous en parlerai un petit peu après, quand on va entrer dans le focus de Dylan. On était dans les années 65 là, oui. On écoute ça tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. L'équipe est toujours au complet. Toujours là, je suis Vincent. Et nous avons toujours en notre compagnie notre invité de ce soir, Christian de l'émission La Note Bleue, l'émission de jazz sur Radio Grand Lac, un vendredi sur deux de 19h à 20h30. Et nous allons te laisser la parole pour un focus complet à l'immense artiste qu'est Bob Dylan, puisque l'émission est consacrée à ce chanteur. Voilà, et merci de m'avoir invité. Effectivement, on me connaît sur les ondes de Radio Grand Lac pour une émission de jazz, La Note Bleue, mais il se trouve que j'ai aussi d'autres cordes à mon arc au niveau musical, et notamment effectivement toute cette période des années 60-70 dans lesquelles effectivement j'ai découvert des tas de musiciens dans ma jeunesse qui m'ont justement amené à faire de la musique moi-même. Pourquoi j'ai choisi le jazz pour faire une émission de jazz? Parce que c'est la musique qui me plaît le plus, mais en dehors du jazz, il y a quand même autre chose de bonne facture, et Dylan en fait partie. Alors Dylan, Bob Dylan, de son nom de naissance, c'est Robert Allen Zimmerman. Donc il est né en 1941, très exactement le 24 mai, à Duluth dans le Minnesota, aux États-Unis bien évidemment. Il a grandi dans une petite ville, dans la petite ville de Hibbing, toujours dans le Minnesota, et très tôt il a développé une passion pour la musique folk, le rock'n'roll et le blues. Donc lui c'est pareil, c'était pas uniquement le folk. On sent déjà, toi qui as vu Kevin qui a vu le film, on sent déjà qu'il va évoluer dans sa musique au fil des années, puisqu'il avait plusieurs styles de musique en lui. Alors donc il a changé son nom en Bob Dylan, c'était en hommage au poète Dylan Thomas, lorsqu'il a commencé à jouer dans des cafés folk à Minneapolis à la fin des années 50. Donc là on arrive au début du film. En 1961, Dylan arrive à New York et fréquente des clubs, notamment le club certains clubs de Greenwich Village. Et il est découvert, alors là, un petit hiatus par rapport au film, il est découvert par John Hammond, le producteur de Columbia Records, et signe un contrat d'enregistrement. Donc en 61, au début du film, on le voit arriver effectivement tout seul, ce qui n'était pas tout à fait vrai, puisque il est arrivé à New York avec un copain à lui, qui n'apparaît pas du tout dans le film. Bon, voilà, c'est tout. Ce sont dans tous les biopics, il y a des petits arrangements comme ça qui font que on peut pas tout raconter, et sinon ça prendrait, je pense, beaucoup trop de temps. Les films dureraient 4 heures. Oui, et puis on aura droit à un livre de cet homme disant j'étais l'ami de Bob Dylan. Ce sera le titre du bouquin. Voilà. Donc 1961, il signe chez Columbia Records. En 62, il sort son premier album, Bob Dylan. Tout simplement, son premier album s'appelle Bob Dylan. Donc c'est encore un parfait inconnu à cette époque-là. Mais ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et dans cet album qui n'est pas très intéressant, c'est un album de folk, je l'ai réécouté, et
on va trouver quand même un morceau que tout le monde connaît en France, c'est The House of the Rising Sun, en français les portes du pénitencier, que Johnny Hallyday, notre Johnny national, aura repris un peu plus tard, mais pas tellement plus tard d'ailleurs, à peu près à la même époque. Voilà, et on arrive en 1963, c'est son second album, qui s'intitule The Free Willing. Et Dylan, là, il y a des classiques dans cet album, puisque on a Blowing in the Wind, Blowing in the Wind qu'on écoutera tout à l'heure. Il y a aussi Hard Rain Gonna Fall. Ça, ce sont des tubes. Ça y est, là, en 63, Dylan, aux États-Unis, est hyper connu. En France, il l'est pas trop encore. Mais il devient une figure clé du mouvement des droits civiques. Il faut le dire aussi. C'est que très rapidement, il a pris parti pour la cause des droits civiques aux États-Unis. Pas seulement pour la cause black, mais aussi pour la cause des déshérités, des gens qui n'avaient pas de boulot. Et Dieu sait s'il y en a, et même si les États-Unis veulent un peu cacher cette face sombre de leur politique, il y en a. Mais voilà. Alors donc, on avait écouté tout à l'heure Girl from the North Country, qui était une chanson inspirée par son histoire d'amour de jeunesse avec Echo Hellström. Voilà. Et là, le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, donc c'est Like a Rolling Stones, Like a Rolling Stone, pardon, pas au pluriel. Ça n'a rien à voir avec les Rolling Stones, justement, dont on parlait juste avant. C'était vraiment juste, on l'a pas fait exprès. Non. C'est une intuition comme ça, peut-être. Mais voilà. Alors il y a deux choses. On est en 1965. Like a Rolling Stone parle, c'est une critique vraiment acerbe de l'hypocrisie sociale et des valeurs superficielles de la haute société. Là, il démolit complètement la haute société. Alors c'est l'histoire, en fait, il parle d'une femme qui était au top d'un point de vue ressources financières et tout ça, et puis qui va dégringoler petit à petit. Et qui lui dit, voilà, tu te retrouves comme une pierre qui roule dans la nature, et tu n'es quasiment plus rien. Dans le plus parfait dénuement. Dans le plus parfait dénuement, oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors ça, c'est cette chanson qui a à la fois qui est un de ses morceaux phares, mais cette même année, Dylan, et c'est là où on parle d'évolution, de changement, je prends d'autres voies, je vais sur l'électrique, c'est-à-dire que là, ma guitare folk, je la mets au râtelier, et je vais prendre une Fender Stratocaster, et je vais jouer sur une guitare électrique. Et là, il a été traité de tous les noms par ses fans. Là, on le voit dans le film. Mais très fortement. Justement, je crois que le film fait état plus particulièrement de ce moment-là de sa vie, il me semble. Oui, c'est ça. On est en 65-66 là. Le dernier tiers du film est consacré à ça. Mais ce qui va lui apporter aussi, je suppose, beaucoup de renommée par ailleurs. Complètement. C'est à la fois double tranchant. Voilà. Il choque complètement ses fans de la première heure, et il en trouve de nouveaux, et ça va le relancer. Ça va le relancer, non, ça va continuer à faire qu'il va grimper. Et ce Like a Rolling Stone devient un hit majeur dans sa discographie à lui. Voilà. Alors justement, c'était en 66 là, puisqu'il a beaucoup fait de concerts, Dylan. C'est un showman. Il a énormément tourné sur scène. Jusqu'à maintenant encore. Et il tourne beaucoup, puisque on a parlé de Never Ending Tour, c'est-à-dire le tour qui ne finira jamais. C'est ça, c'est son Never Ending Tour. Et lors d'un concert à Manchester, donc en Angleterre, en 66, le public le traitera de Judas pour avoir utilisé une guitare électrique. Ah ouais, à ce moment-là. Le film est très réussi sur ce point, c'est la réaction toxique qu'a le public dès lors qu'il se met à se lancer dans la guitare électrique, où on voit qu'il y a à peine
une dizaine de personnes dans un public d'une centaine qui dansent un peu, s'amusent, alors que tout le reste lui balance des tomates. Mais du coup, c'est formidable parce que là, il exprime une liberté totale d'expression et d'ailleurs, c'est légitime, entre parenthèses. Hein. Alors, c'était son ADN à lui, Dylan, c'est-à-dire je fais ce que je veux faire. Un rebelle. Mais il est de la Beat Generation. Hein. Voilà. Hein, il est de cette génération où il est né en 41, donc en fait, en 51, il avait 10 ans. En 56, il avait 15 ans. Il était déjà, au fond de lui, il était déjà Bob Dylan. Voilà. Et il a été nourri à ça, à cette Beat Generation, au livre de Jack Kerouac, Jack Kerouac, un grand auteur américain de cette Beat Generation, qui parle de grandes balades sur les routes des États-Unis. On y va, c'est on the road again. Hein. C'est ça, on y est complètement. Et là, Dylan est complètement là-dedans. Mais en plus, il dit, moi, je suis Dylan, je suis ce que je suis. Et il a un petit côté poète maudit, un peu à la Arthur Rimbaud. Un peu. Il y a de ça, ouais. D'ailleurs, on se le cache pas de dire qu'il est considéré comme le Rimbaud de la musique. Oui, le Rimbaud de la deuxième moitié du XXe siècle, ça c'est sûr. Ouais, complètement. Donc il finira par avoir un prix Nobel qu'il n'est pas allé chercher. Mais ça reste encore à l'heure actuelle le seul artiste à avoir eu un prix Nobel pour ses chansons. D'accord. Ah ouais, c'est formidable. Oui, alors là on rejoint un peu ce côté justement poète. Qu'on ne retrouve pas beaucoup en France ou en Europe, mais qu'on retrouve énormément au Brésil, par exemple. Tous les chanteurs, les musiciens de bossa nova sont avant tout des poètes, des écrivains, des poètes qui écrivent leur poésie et qui après les mettent en musique. Et donc on retrouve ça chez Dylan. C'est le poète qui va chanter. Mais attention, c'est pas le seul. Il a rencontré dans le film, on le voit, il rencontre Arlo Guthrie, qui est un guitariste. Qui fait du picking, d'ailleurs, un style de guitare bien particulier. C'est Ed Norton qui interprète ce rôle-là, non? C'est pas lui? Non, Ed Norton, c'est Seeger. C'est Bob Seger. Bob Seger, Bob Seger, c'est un chanteur de folk. Voilà. Pur et dur. Voilà. Mais Arlo Guthrie a eu un fils qui s'appelle Woody Guthrie. Je pourrais comparer Woody Guthrie, le fils d'Arlo Guthrie, à Bob Dylan un petit peu dans sa façon d'appréhender justement la musique de cette époque et surtout de partir sur la route et de se faire casser la gueule. Oui. Parce que quand on va au Texas, qu'on a les cheveux longs et une guitare sur le dos, à cette époque-là, inévitablement, on se fait casser la gueule. Oui, puis quand on défend en plus toutes les indigents et puis les noirs ou d'autres. Oui, voilà. Oui, non, mais c'est le look. Les Américains sont très attachés au look. C'est vrai. Et donc, quand il y en a un qui rentre pas dans le... C'est un peu aussi dans le thème, je reviens au cinéma, dans le thème de Easy Rider, où on entend d'ailleurs la musique de Bob Dylan, où effectivement ça se termine plutôt très très mal pour les deux bikers, qui finissent d'ailleurs sur la musique de Bob Dylan, il me semble, à la fin. C'est pas impossible. Il me semble bien. Je me rappelle plus la musique, mais parce que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a longtemps, je l'avais vu et puis je l'ai revu par hasard. Et puis effectivement, il y a ça aussi. Je vérifie cela pendant que. Oui, d'accord. Alors là, donc, on est en plein dans la période qu'a voulu retracer le film de Bob Dylan sur Bob Dylan. C'est ces années-là. Alors après, en fait. Pourquoi ça s'arrête à peu près à cette époque-là? Parce que en 66, il s'est viandé en moto. Il y a eu un grave accident de moto, Bob Dylan, et il s'est retiré de la scène pendant plusieurs années. En revanche, il a continué à faire à écrire, à enregistrer. En 67, il a enregistré un album l'album John Wesley Harding, qui s'intitule comme ça. Et il revient d'ailleurs à des sonorités un peu plus sobres à ce moment-là. Il reprend un peu la guitare folk. Il est un peu moins dans l'électrique. Il a eu le temps de réfléchir. Voilà. Il a toujours interprété que ses propres chansons ou est-ce qu'il a des... non, pas pour le premier album. Dans le premier album, c'était une reprise que de morceaux folk.
Mais c'était des morceaux traditionnels. Ah, c'était des traditionnels. Voilà, C'est pour ça que ça n'a pas marché. Le premier album était très impersonnel. Il y a personne qui a écrit pour Bob Dylan. Non. Et Bob Dylan n'a pas écrit pour, à part, je veux dire, les reprises que chacun d'entre les artistes ont faites, il n'a pas écrit pour d'autres artistes, a priori. Non. Alors, ces chansons ont été reprises. Très rapidement. Oui, y compris par John Baez. Entre autres, mais il y en a eu plein qui l'ont reprise. Mais je ne pense pas, je n'ai pas connaissance de morceaux qui a été écrit par Bob Dylan pour spécifiquement un autre artiste. Non, je pense pas. Alors pour Bob Dylan, du coup, sur Easy Rider, il y a deux chansons à la fin qui sont de Bob Dylan, c'est It's Alright Ma et Ballad of the Easy Rider. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Bon, bien après, 75, il a sorti encore un autre album, Blood on the Track, un album qui a été acclamé par la critique, qui est considéré comme l'un de ses meilleurs albums. Moi, personnellement, je suis assez mitigé. Je préfère la première période de Dylan, où il a toujours eu quelque chose à dire. Ça, on peut pas le contester. Mais je sais pas, ce qui me touchait le plus, c'était vraiment sa première période. Quand tu dis première période, ça inclut aussi le début de l'électrique. Voilà, jusqu'au début de l'électrique. D'accord. Oui, complètement. Et c'est tourné avec John Baez aussi, puisqu'il a vécu avec John Baez pendant quelques années quand même. Et je crois que le film ne montre pas trop. Pardon. Voilà. Ce que le film ne montre pas trop, on voit qu'ils ont eu quelques relations, mais on ne les voit pas véritablement vivre ensemble. Voilà. Alors, si on parle de John Baez, il a rencontré John Baez à Girls Folk City. C'est un festival. Il l'a rencontré là-bas. Dans le film, la rencontre n'est pas tout à fait exacte, mais là c'est pareil. Dans un biopic, on arrange un peu les sauces, mais c'était bien à cet endroit. John Baez était très connu déjà à l'époque, alors que lui n'était encore que un Bob Dylan naissant, quoi. Mais c'est elle vraiment qui lui a permis d'évoluer, voilà. Et donc ils n'ont pas joué l'un après l'autre. Là dans le film on voit que Dylan vient jouer après John Baez. Exactement. Dans un café, dans un bar prévu pour. Voilà. Mais donc en fait ils se sont bien rencontrés dans cette alors c'était pas un café, c'est une salle de concert en fait. Voilà. Oui. Voilà. Mais bon c'est peu importe. C'est peut-être une question de budget. Bon, je ne pense pas, parce qu'après il y a énormément de séquences de concerts, dont même une très très importante. Alors, là pour le coup on sent qu'il n'y a peut-être pas eu trop les moyens, parce que on voit qu'il n'y a pas trop de lumière pour pas montrer qu'il y a pas de public. Mais c'est peut-être une scène qui s'est vraiment passée, où ils faisaient un concert ensemble. Elle veut chanter les chansons de d'habitude, dont Blowing in the Wind, et lui, clairement, se casse. Ouais. Voilà. Il s'en va. J'ai trouvé le véritable extrait de cette scène-là, où on le voit effectivement qui s'en va. Ouais. C'est un film pris par quelqu'un dans le public, donc c'est pas. Et puis à l'époque. Ça devait être du Super 8 ou un truc comme ça. Et pour le concert de Woodstock, c'était en 69, si je ne m'abuse. Il était présent, non? Il me semble. Il est venu à Woodstock, absolument, oui. Tout le monde était présent à Woodstock. Je crois que là, ceux qui n'étaient pas, ils ont dû le regretter. C'est the place to be. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, après, dans le film, il y a quelques séquences qui sont pas tout à fait exactes, mais on va pas s'apesantir là-dessus. Ils ont. Alors, donc, effectivement, tu me disais que moi, je n'ai pas vu le film. J'ai réussi à avoir quelques extraits sur des sites américains qui donnent un peu plus que le trailer français, quoi. Mais donc, on parle pas beaucoup de la relation avec John Baez finalement. On en parle, mais on ne les voit pas vivre ensemble. Ah oui, on ne les voit pas vivre ensemble. On va dire que c'est bien utile. On s'en fout un peu. En fait, c'est vraiment concentré sur la relation qu'il a du coup avec cette Sylvie. Donc tu m'expliquais en off, qui ne s'appelle pas comme ça en vrai. Alors elle s'appelle Sylvie Rousseau dans le film. Elle s'appelle Susie Rotolo. Et ça, c'est tout à fait vrai. Dans le film, il a vraiment eu une relation avec cet artiste, Susie Rotolo. Et donc là, il n'y a rien à dire. Le film est assez fidèle à ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait, on va dire que le film prend le parti que lorsque elle n'est pas là,
il va coucher avec John Baez. Alors, Voilà. c'est bon. C'est pas tout à fait vrai. Je dirais Ah oui, plutôt le je contraire. pense, oui. Je dirais que quand John Baez n'est pas là, il va coucher avec Suzy Rotolo. Ouais, et du coup, ils ont pris le parti inverse, même si d'ailleurs Mais bon, le côté artiste ça, de c'est mon Rotolo sentiment n'est pas du tout évoqué. Hein. Non, voilà. Mais bon, alors c'est vrai que Mais qui sommes-nous pour juger Rotolo était vraiment sa muse, mais bon, quand il a eu cette liaison avec John Baez, là Rotolo était en Europe. Suzy Rotolo n'était pas là. Mais d'ailleurs, oui, ça par contre, c'est bien évoqué dans le film. C'est bien évoqué dans le film, c'est au moment où elle part en Europe. Oui, c'est ça. Que il conclut avec John Baez. Il valide le film on le sait pas. On sait pas du tout. si Bob Dylan ne s'est pas du tout prononcé sur le film. Si, Bob Dylan s'est prononcé sur le film. Moi, j'ai entendu des choses. J'ai trouvé des extraits où il dit qu'il valide, en tout cas, Timothée Chalamet. Voilà. La prestation de Chalamet. Il le valide à 100%. C'est le principal. Ouais, il a l'air très crédible, entre parenthèses. C'est extraordinaire. C'est quand même un talent naissant. C'est hallucinant. C'est lui qui chante. Oui, c'est sa voix. J'avais vu une petite interview où il faisait entendre aux spectateurs après la séance, en leur demandant de dire si c'était Bob Dylan ou Chalamet qui chantait. Et c'était très difficile. Très difficile. On en parlera en antenne avec Kevin, effectivement. Ouais. Non, on peut se tromper. On peut vraiment se tromper. James Mangold, je reviens au cinéma. Il a fait aussi un autre biopic qui est celui de Johnny Cash. Faut pas l'oublier. Qui apparaît dans le film. Walk the Line. Walk the Line, qui était une grande réussite. Oui, qui fait encore partie des... Avec Joaquin Phoenix, impressionnant dans le rôle d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu, Christian. Alors, je l'ai vu à l'époque où il est sorti, effectivement. J'ai trouvé ce Johnny Cash très crédible, et qui retraçait... En fait, on était dans l'ambiance de cette époque-là, quoi. C'était un peu plus tard, c'est dans les années 70, je crois, Johnny Cash. Alors, j'ai pas vu le film pour le moment, mais... Il me semble que c'était dans les années 70. Mais en tout cas, il refait un lien, puisque Johnny Cash apparaît dans le film de Bob Dylan à plusieurs reprises. Sans doute beaucoup plus jeune qu'il ne l'est dans le film avec Joaquin Phoenix. Donc je pense que le film se passe après. Oui, le film se passe après, oui. Mais on voit que Mangold est passionné par cette période-là il la filme de très belle manière. En tout cas, c'est un très bon choix d'avoir choisi Timothée Chalamet, parce que ça permettra aux jeunes générations peut-être déjà de découvrir Bob Dylan qu'ils ne connaissaient et bien évidemment pas, et on peut être que charmé, que envoûté par le phrasé et la musicalité des textes aussi, de Bob Dylan. Voilà. Exactement. Vous avez autre chose à rajouter, messieurs? Eh bien, écoutez, pour la programmation de Radio Demain, il y aura 4 émissions. Émission spéciale Studio Alp Academy de 11h à midi. Puis ensuite, le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. Ensuite, Destination Bien-être, présenté par Anaïs de 13h à 14h. Et enfin, Place au possible, présenté par Camille et Julie de 16h à 17h. Nous, on va se quitter, comme d'habitude, en musique. Et quel est ce dernier titre, Christian? Eh bien, c'est justement, on parlait de John Baez, et là, c'est une version publique de Blowing in the Wind, qui est un des grands tubes aussi de Bob Dylan. Et donc, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Ah si, quand même, c'est qu'on a l'habitude, si on connaît les Blowing in the Wind joués par Dylan tout seul dans ses enregistrements, là, c'est une version où la rythmique n'est pas du tout la même. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le diffuser ce soir. Parfait. On se quitte sur ce son. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et surtout, allez au cinéma. Bonne soirée.